Dans une société comme la nôtre où on met constamment l'emphase sur la productivité, le repos est presque en train de devenir mal vu. Pourtant, il est nécessaire. Combien de temps est-ce qu'on devrait dormir chaque nuit? Comment avoir un sommeil réparateur? Et est-ce qu'il y a d'autres formes de repos pour notre corps? Ce sont les questions qu'on va aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Alors restez là, je vous reviens dans un instant. Bonjour et bienvenue à cette émission de Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Isabelle Gourdin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Isabelle, est-ce que ça t'arrive parfois de dire à des gens « Salut, comment ça va ?» et la réponse c'est « Ah, je suis fatigué ». Oui, tu as raison. En fait, ça arrive assez souvent. C'est pour ça que des fois, j'ai même l'impression de faire partie d'une société fatiguée. Oui, donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet assez actuel puisqu'on va parler du repos. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ce court montage. De 8 à 10 heures. Environ 6h30. Au moins 8 heures. Ah, 7-8 heures. Environ 7 heures. À peu près 8 heures. 7-8, je pense. J'adore dormir. Oui, je me sens bien, je suis prête à partir pour la journée. Non, je m'endors tout le temps. Ah ben, je suis bien. Oui, je me sens bien, oui, mais il faut que je fasse mon 8 à 10 heures. Oui, je mange une petite collation avant d'aller dormir. Pas des gros repas, là, mais une petite collation, un petit bol de céréales ou quelque chose de même. Ouais, mais je mange pas santé, je mange des biscuits. J'évite, j'arrive pas à dormir sinon. Ça m'empêche de dormir. Des fois, je dors moins bien quand je mange. J'ai de la misère à digérer, il me semble que je dors plus mal. Ouais, ça m'endort, oui. Quand il commence à être 11h, là, 11h30, là, ça m'endort, là. Ah ouais. Non, j'écoute pas la télé, surtout pas les nouvelles. Avant, j'écoutais les nouvelles, mais je me suis aperçue que c'était pas bon pour moi. Ouais. Je m'endors dessus, là, la plupart du temps. Je suis pas capable de dormir avec la TV, je suis trop captivée. Isabelle, dans cette émission, j'aimerais qu'on essaye de mieux comprendre ce besoin humain qu'est le repos. Alors pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se reposer? Mais en fait, c'est à cause de la fatigue qu'entraîne toute activité, Roland. Par définition, la fatigue est une sensation d'affaiblissement physique ou psychique qui survient dans la durée de l'état de veille ou à la suite d'efforts qui, à ce moment-là, vont imposer un arrêt. D'accord, mais quand je travaille, par exemple, à l'ordinateur ou quand je travaille à l'extérieur pendant 8 heures à tondre le gazon, le soir, je suis fatigué, mais j'ai l'impression que c'est pas la même fatigue. Oui, tu as raison de te sentir comme ça, Roland, parce qu'en fait, il y a 3 types de fatigue. D'abord, il y a la fatigue physique ou musculaire qui survient après un effort soutenu. Elle est réversible avec la mise au repos qui, en fait, va restaurer à ce moment-là un niveau normal de performance. Ensuite, il y a la fatigue nerveuse qui se manifeste, elle, par une baisse de l'attention, une baisse de la concentration, puis aussi un état de somnolence qui peut être dangereux dans plusieurs situations, par exemple dans la conduite automobile. Elle intervient aussi après un effort général intense ou une longue durée ou encore suite à une veille prolongée. Puis finalement, il y a la fatigue fonctionnelle ou neurasthénie ou encore plus communément la fatigue chronique qu'on appelle. Plusieurs médecins la considèrent comme étant d'origine psychologique et peut se manifester à tout âge. Elle est toute différente des autres fatigues et son approche thérapeutique sera totalement différente aussi. Alors aujourd'hui, on va exclure cette fatigue-là de notre discussion parce que justement, en étant très personnelle, elle va solliciter à ce moment-là une intervention beaucoup plus personnalisée. D'accord. Donc, d'une façon ou d'une autre, il est évident qu'on doit se reposer parce que toutes les activités qu'on fait
entraîne une dépense d'énergie et cette énergie-là, il faut la récupérer à un moment donné. Oui, en effet. Quand l'organisme atteint son point de saturation parce qu'elle a été sollicitée soit physiquement ou autre, il revendique à ce moment-là une période de repos. Dans le cas des muscles, par exemple, ils vont nécessiter une période d'arrêt pour être en mesure de retourner à des performances normales. Dans le cas de la fatigue du système nerveux, cette fatigue-là va à ce moment-là nécessiter une période de sommeil. D'accord. Parle-nous un peu du sommeil. En fait, comme on l'a dit un peu plus tôt, dormir est essentiel pour notre organisme. C'est grâce à des périodes de repos qu'on consolide notre mémoire, qu'on garde notre cerveau au meilleur de sa forme. Et cela permet aussi à notre corps de recharger ses batteries. En fait, le sommeil est le seul moyen de régénérer notre système nerveux. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il n'est pas question de rater une seule heure de sommeil. Ouais, là, je commence à un peu avoir mauvaise conscience. Mais si la quantité de sommeil est importante, la qualité n'est pas à négliger non plus. Non, tout à fait. En fait, on sait maintenant qu'un tiers des gens dorment mal. Pourtant, un sommeil réparateur est indispensable, comme on l'a dit encore une autre fois, on se répète, au bon fonctionnement de notre organisme. Non seulement l'insomnie va venir perturber énormément la vie et les relations avec les autres, mais ce trouble entraîne aussi également une baisse de conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Ces conséquences peuvent alors être parfois même dramatiques. Il ne faut pas prendre le sommeil à la légère. Isabelle, le sommeil est quelque chose d'assez complexe et pour nous aider à mieux comprendre ce phénomène, on a été faire appel à une professionnelle. Denise Terrien est infirmière à la retraite. Elle a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la santé. Elle a exercé au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. J'ai le privilège de la connaître personnellement et je sais que pour elle, la santé, c'est pas seulement un travail, mais c'est une passion. En dehors de ses heures de travail, elle a fait beaucoup de recherches personnelles pour pouvoir donner aux gens des informations exactes et pertinentes, en plus de donner des cours sur plusieurs sujets. Donc on lui a demandé de nous expliquer ce qui se passe quand on dort. Chaque cycle se décompose en 5 stades. On a le premier stade qui est celui de l'endormissement qui dure de quelques secondes à quelques minutes. Le rythme cérébral se ralentit peu à peu, puis le sommeil est léger. On pourrait s'en sortir très facilement. Au stade 2, on est en sommeil léger. Le moindre bruit suffit à nous tirer du sommeil et il dure une vingtaine de minutes. On arrive avec le stade 3, c'est celui du sommeil profond qui dure environ une demi-heure. Suit après le stade 4, qui est le sommeil très profond. Toutes les activités, les fonctions du corps sont au minimum. Le rythme du cœur ralentit, la température centrale est abaissée, puis la respiration est très ralentie. C'est grâce à ce sommeil très profond qu'on récupère de la fatigue physique, puis cela dure encore une demi-heure. Puis on arrive au dernier stade qui dure de 15 à 30 minutes. On dit c'est le stade 5, le sommeil paradoxal. On dit aussi sommeil rapide. En fin de sommeil paradoxal, on est en mesure de se réveiller. L'organisme fait alors le choix de se réveiller ou de poursuivre pour un cycle supplémentaire. Au cours de cette phase intermédiaire, on se réveille, mais on n'a pas forcément le souvenir même si on en a un peu conscience. Ainsi, au cours de la nuit, on va enchaîner entre 4 et 5 cycles. Plus on avance dans la nuit, plus la part de sommeil profond diminue au profit de la part du sommeil paradoxal. Cela explique qu'on rêve surtout en fin de nuit et très peu au début. Isabelle, puisque le sommeil est si important, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir la meilleure qualité de sommeil possible? Donc, pour répondre à ta question, Roland, je vais parler ici d'ondes cérébrales qu'on a découvertes il y a à peine 50 ans et qui vont nous aider à mieux comprendre les mécanismes de notre cerveau et en même temps mieux comprendre comment on peut influencer notre sommeil par une préparation simple. On a identifié 5 types d'ondes cérébrales. En fait, les premières, c'est les ondes alpha, qui ont entre 8 et 12 Hz, qui sont en fait des vibrations par seconde. Puis les ondes alpha reflètent un état de relaxation légère. On leur attribue en fait souvent le pouvoir d'améliorer les capacités d'apprendre et on observe chez les gens ayant une pensée positive ou en état de bien-être. Ensuite, il y a les ondes bêta, qui ont environ entre 13 et 40 vibrations par seconde, puis qui, elles, vont constituer l'état normal de veille, de stress ou d'anxiété, par exemple.
Elles sont présentes lors de communications intenses ou de débats, ou lorsque le cerveau est activement engagé dans une activité mentale. En fait, troisièmement, on a les ondes θ qui ont, elles, entre 4 et 8 vibrations par seconde et qui se présentent en fait lors de relaxation profonde ou lors de méditation. Elles se trouvent aussi dans le mode de rêverie ou lors de la conduite sur l'autoroute, par exemple. Comme la méditation, elles peuvent augmenter à long terme les capacités au niveau de la mémoire puis de la concentration. Les idées générées dans ce mode de fonctionnement sont souvent libérales. Ensuite viennent les ondes delta qui, elles, se situent entre 1 et 4 vibrations par seconde, donc 1 et 4 vibrations par seconde, et qui se retrouvent dans la phase du sommeil profond. En fait, comme dans un bon sommeil, elles vont améliorer les fonctions du système immunitaire. Puis enfin, il y a les ondes gamma qui, elles, ont plus de 200 vibrations par seconde, puis qui constituent un domaine de recherche dont les résultats ne sont pas encore confirmés. Donc, ces ondes, c'est une façon de mesurer l'activité de notre cerveau. C'est un peu comme l'aiguille du RPM dans l'auto, ça indique le régime auquel le cerveau travaille, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. On peut voir ici que plus notre activité neurologique est grande, plus nos vibrations sont élevées et plus nous sommes loin de sommeil profond. Ça explique aussi clairement que pour avoir un bon sommeil réparateur, on doit le préparer par une activité qui va nous permettre de ralentir nos vibrations cérébrales. On ne peut pas espérer, par exemple, avoir un sommeil profond après un film qui nous excite ou après une grande demande d'énergie nerveuse pour notre travail, après une dispute, par exemple. Il faut prendre une période de temps pour ralentir notre cerveau, sinon le sommeil profond est impossible. Et puis, je pense qu'on sait tous par expérience que c'est difficile d'avoir un sommeil profond si on va au lit avec des soucis plein la tête, par exemple. Alors, il faut trouver une bonne façon de les éliminer, comme par exemple la lecture d'un bon livre, la méditation sur un thème biblique, une attitude de confiance ou tout simplement aller prendre une marche. Mais il faut se souvenir, Roland, que la télévision ne sera jamais un bon moyen de diminuer nos activités cérébrales. Donc, ne planifiez pas d'aller dormir tout de suite après cette émission. Prenez un petit moment pour relaxer. D'accord. Maintenant, on entend souvent parler de la mélatonine de nos jours. C'est une substance qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, en fait. Et on la met souvent en relation avec le sommeil. Donc, on a été demandé à Mme Terrien de nous expliquer un peu quel est son rôle. La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale ou épiphyse. Elle dérive de la sérotonine, qui est une hormone sécrétée dans le tissu cérébral, qui dérive elle-même du tryptophane, qui est un acide aminé essentiel que le corps ne fabrique pas, donc on le retrouve dans notre alimentation. On sait aussi que cette neurohormone est connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques. On dit aussi horloge biologique ou rythme circadien. Puis d'un certain point de vue, elle est l'hormone centrale de régulation de pratiquement l'ensemble des sécrétions hormonales chez l'homme, chez tous les mammifères et semble-t-il chez la plupart des espèces animales complexes. La production de mélatonine est majoritairement influencée par la lumière. Elle est d'autant plus forte que celle-ci est faible. La lumière naturelle, transmise au travers de la rétine de l'œil à la glande pinéale par un système de signaux nerveux énergétiques, influence la durée et les cycles du sommeil, influence la sécrétion de différentes hormones et d'une façon générale le système immunitaire. Les recherches ont révélé que c'est la quantité et l'intensité de lumière reçue pendant la journée qui déterminent la force selon laquelle ce phénomène agit. Une forte quantité de lumière le jour favorisera un meilleur déclenchement du sommeil. C'est que la glande pinéale sécrète de la mélatonine qu'elle fabrique et stocke durant le jour et qu'elle libère le soir en lien avec la baisse de luminosité. Quand le niveau sanguin de l'hormone s'élève, favorisant ainsi la relaxation, la température corporelle baisse légèrement et le besoin de dormir se fait de plus en plus sentir. Ce niveau reste élevé pendant à peu près 12 heures, puis redescend en début de matinée quand la lumière du jour inhibe l'activité de la glande pinéale. Au lever du soleil, sa production ralentit, puis on commence à se réveiller. La production de mélatonine peut être perturbée, par contre, par des modifications du rythme naturel jour-nuit, par un éclairage artificiel, un coucher trop tardif, un stress,
ainsi que des oreilles de sommeil irréguliers. La première chose à faire, si c'est le cas, c'est d'opter pour une hygiène de vie plus saine. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres avantages à un bon sommeil? Oui, en fait, il y en a d'autres, Roland, qui sont parfois, par exemple, qui passent un peu plus inaperçus. En fait, la mémoire se consolide durant le sommeil. Donc, il y a une relation entre la mémoire et un bon sommeil. Puis, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, j'aimerais vous dire que pour réussir vos examens, dormez. En fait, souvent, on croit que d'étudier toute la nuit va nous aider à passer des examens, mais en fait, c'est le contraire. Une tête reposée vaut 5 fois une tête fatiguée ou épuisée. En fait, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, bien ici, on dit que la beauté vient en dormant. Une peau va rester plus jeune et le corps vieillira aussi moins vite. Alors, notre tonus musculaire sera meilleur si on dort bien. Ensuite, pour réfléchir, encore une fois, il faut dormir. Si on cherche une solution à un problème, des fois, on dit même la nuit porte conseil, mais en fait, c'est vrai. Quand on dort, bien, le lendemain, souvent, on a une meilleure compréhension de notre problème, puis la solution vient plus facilement. Ensuite, on dit aussi que dormir, c'est dîner. En fait, un sommeil réparateur calme notre estomac puis nos organes internes. Ça va nous aider aussi à contrer contre la fausse appétit. Puis, en fait, on va éviter de manger puis de prendre des kilos avec l'âge. Puis finalement, Roland, bien, pour avoir un esprit positif, il faut dormir. Sûrement que tu as remarqué, comme moi, que notre attitude change quand on manque de sommeil. Oui, c'est vrai. Ça nous aide aussi à comprendre comment il est possible d'affecter notre système nerveux si on manque de sommeil sur une longue période de temps. Aussi, on dit même, Roland, que manquer de sommeil à long terme peut même conduire à la dépression. D'accord. Avant de continuer, on va aller voir si Denise Thérien a d'autres conseils pour nous aider à avoir un sommeil sain et réparateur. Alors, j'ai des conseils à vous donner, oui. C'est d'abord de respecter les heures de lever et de coucher pour qu'elles soient régulières. Soyez conséquent avec votre besoin personnel de sommeil qui peut varier d'un individu à un autre. Ayez une activité physique régulière le matin, au début de l'après-midi, mais évitez tout effort physique intense avant d'aller vous coucher. Ne prenez plus de boissons contenant de la caféine après 16 heures. Arrêtez la prise de liquide après 18h30, 19h. Évitez la consommation d'alcool. Trouvez une température convenable dans votre chambre à coucher, puis veillez à ce qu'elle reste constante pendant la nuit. Essayez de vous détendre avant d'aller vous coucher, soit en prenant un bain chaud, en écoutant de la belle musique douce ou en faisant une lecture légère. Évitez de penser à des situations stressantes. Puis si après 20 minutes, une demi-heure, vous n'avez pas trouvé le sommeil, il est préférable de se lever puis de retourner faire une activité qui calme. On a parlé que le tryptophane est un acide aminé essentiel pour la fabrication de la mélatonine. Puis comme cet acide aminé se retrouve que dans l'alimentation qu'il faut absorber, on le retrouve alors dans le riz complet, les arachides, le soya, les graines de citrouille, les légumineuses et les bananes. Évitez de manger avant d'aller au lit aussi, c'est un autre bon conseil car on met en marche notre système digestif. Bonne nuit. Isabelle, jusqu'à présent, on a traité du sujet du repos en s'attardant surtout sur le sommeil. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects du repos qui sont essentiels à l'équilibre et à la santé globale? Oui, tout à fait, Roland. Parler du repos sans en fait mentionner le besoin fondamental de régénérescence serait en fait incomplet. Il est d'ailleurs démontré scientifiquement maintenant que de prendre du temps pour renouveler ses forces physiques et mentales par des activités qui vont justement nous aider à nous régénérer est un facteur de longévité important. Les gens qui prennent une journée ou du moins quelques heures par semaine pour s'arrêter, profiter de la nature, en contempler sa beauté ou passer du temps de qualité en famille ont une meilleure santé globale. Isabelle, merci de nous avoir aidés à comprendre un peu mieux ce sujet qu'est le repos. Ça m'a fait plaisir. Restez là tout de suite après la pause. Je reçois le docteur Yvon Grondin qui va nous parler d'un autre aspect du repos. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio le docteur Yvon Grondin.
Docteur Grondin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Oui, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Oui. Docteur Grondin, un problème très courant de nos jours, c'est des gens qui n'arrivent pas à dormir. Quelle est la cause principale de l'insomnie? Vous me posez la question, mais vous connaissez sûrement la réponse. J'ai une petite idée, ouais. Car on est tous un peu stressés, et sinon, on est beaucoup stressés. Ouais, aujourd'hui, avec la vie qu'on mène et tout ce qui se passe dans nos maisons, dans nos usines, partout où on se trouve, il y a énormément de stress dans toutes nos activités. On a à courir pour les enfants, pour les cours de piano, pour le hockey, pour le football et pour le soccer, de telle sorte qu'on n'arrête jamais. On vit vraiment à 200 000 à l'heure alors qu'on devrait avoir du temps pour se reposer. Oui, c'est vrai, tout ce que vous dites là, je crois que beaucoup d'entre nous s'y retrouvent bien. Quelles sont les conséquences du stress sur la santé? Le stress, c'est un peu normal chez les individus. Il y a une partie de stress qui est normale. On est fait pour supporter une certaine quantité de stress. Mais quand il y en a trop de stress, c'est là que ça devient problématique. Là, on développe des symptômes, toutes sortes de symptômes, surtout des symptômes physiques, comme des douleurs à l'intestin, des coliques, des maux de tête, des douleurs musculaires. On a aussi des troubles de sommeil. On a de la difficulté à s'endormir et on dort très superficiellement. On a des problèmes d'appétit, de digestion. On a des sensations d'essoufflement. On a toujours l'impression qu'on est à bout de souffle. On a des impressions d'oppression. On a l'impression qu'on a 100 livres sur les épaules et on a des sueurs chaudes ou froides. Il y a aussi des symptômes émotionnels. Nous avons une sensibilité et une nervosité accrue, crise d'alarme ou de nerfs, des angoisses, on se sent excité pour un rien, on est triste, on ne sait pas pourquoi. On a une sensation de mal-être. On a toutes sortes de symptômes qui nous indiquent que finalement, le stress est en train de nous détruire. Physiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé? Quand on est stressé, on est stimulé. Quand on est stimulé, il y a une fabrication d'hormones qui s'installe, souvent qui est exagérée, comme par exemple, des hormones comme l'adrénaline et les cortisols vont s'installer dans notre organisme puis ils vont créer toutes sortes de problèmes. Vous savez, on a tous entendu des histoires de gens qui, sous l'effet du stress, ont pu lever des frigidaires, ont pu faire des efforts incroyables parce qu'ils étaient justement sous l'effet de ces hormones-là. Mais ces hormones-là, à long terme et sur une longue période de temps et aussi en grande quantité, vont créer des problèmes définitivement sur la santé. Docteur Grondin, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sujets au stress que d'autres? Oui, il y a des gens qui sont plus sujets au stress. Et ces gens-là, vous les reconnaissez. Ce sont des gens qui sont généralement impatients. Ce sont des gens qui sont hyperactifs. Ils bougent pour tout et pour rien. Ils sont généralement aussi dans leur travail, ça peut sembler des gens très dynamiques. Ils vont être dynamiques, ils vont vouloir tout faire en même temps. Bref, ces gens-là sont soumis à un stress constant. Et s'ils ne font pas des efforts pour régler ce tempérament-là qui leur nuit, bien, ils vont développer des grosses maladies de stress. D'accord. Donc, ce n'est pas nécessairement des mauvaises qualités, mais si elles sont poussées à l'excès, ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé. Définitivement, elles vont nuire et elles vont augmenter votre production d'adrénaline et de cortisol, et cela aura des effets néfastes sur la santé. D'accord. Docteur Grondin, puisque le stress est une des causes principales de l'insomnie, j'aimerais que vous nous donniez quelques conseils justement pour diminuer le stress le plus possible. D'abord, je vais vous donner un premier conseil qui peut vous sembler paradoxal pour les gens stressés, c'est détendez-vous. Parce qu'en fait, les gens stressés, tout au long de leur vie, souvent ont oublié une chose, c'est justement de se détendre. Vous savez, dans la vie, il faut se réserver des moments de détente. Il faut se réserver des pauses où ce qu'on fait le plein, où ce qu'on se ressource avec nous-mêmes. Parce que vous savez, sans s'en rendre compte, le corps devient stressé et plus il devient stressé, plus il est stressable. Donc, nous devons vraiment briser le cycle. Nous devons arrêter à tous les quarts d'heure, prendre une minute pour respirer, pour faire des choses qui vraiment vont faire qu'on va s'évader de cette situation-là de stress. Imposez-vous ça, ces petites pauses-là de détente quotidiennement et même à toutes les heures. Vous allez voir, ça va faire une grande différence. Une autre façon d'éliminer le stress, c'est la respiration. La respiration va automatiquement emmener une relaxation parce que la respiration profonde va emmener beaucoup d'oxygène
au cerveau et aux muscles, et automatiquement, ça va nous aider à contrôler le stress qui s'est installé à l'intérieur de nous. Il y a un troisième conseil. Ça peut vous sembler un petit peu drôle que je dise ceci, parce que souvent les gens vont se demander qu'est-ce que l'alimentation a à voir avec le stress. Mais il faut surveiller notre alimentation. Limiter les excitants comme le café, le thé, l'alcool. Souvent, je vais dire aux gens de cesser de boire dans mon bureau, cesser de prendre un petit verre de vin qui est supposé les relaxer. Ils vont tous avoir la même réaction. Ils vont toujours penser que le vin qu'ils prennent, souvent, ils ont l'impression qu'il les relaxe. Au contraire, ça a un effet relaxant au début, mais après, c'est un effet très stimulant. Donc, évitez tous ces excitants-là qu'on prend souvent à notre insu parce qu'on est habitué d'en prendre. Puis, le premier conseil sur l'alimentation, prenez un bon déjeuner. Parce que le déjeuner, c'est le gaz, c'est l'essence que nous avons besoin au début de la journée pour être capable de faire la journée. Le quatrième conseil, dormez bien. On a vu les conseils que nous avons donnés au début de l'émission sur comment préparer un bon sommeil. Bien, faites-le. Préparez votre sommeil parce que si vous ne dormez pas automatiquement, votre zone de stress va être grande. Donc, prenez le temps de vous préparer votre sommeil et dormez bien. Et le dernier conseil, si vous avez besoin d'aide, si vous ne pouvez pas réussir à diminuer votre stress parce que vous êtes rendu au stage de l'angoisse, vous êtes rendu au stage de l'anxiété profonde, trouvez-vous quelqu'un qui pourra vous aider à éliminer le stress dans votre vie. Et si vous réussissez à faire ça, vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus agréable. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne santé, puis je vous souhaite de vivre une vie relaxe et bien portante. Docteur Grondin, je crois que c'est des très bons conseils. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous auriez une dernière recommandation pour nous? Oui, une dernière recommandation, ce serait que si vous êtes rendu à un stage d'anxiété profonde, voire même de dépression, bien, il est temps que vous trouviez de l'aide extérieure. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui vont vous aider à cheminer et à éliminer ce stress-là qui est en train de briser votre vie. Libérez-vous de ce stress aussitôt que possible car il nuit à votre santé, il nuit à votre sommeil et tôt ou tard, il vous créera de graves problèmes. Docteur Grondin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.